Il prend sa source à la frontière du Tibet, chemine du nord au sud du Myanmar sur plus de 2000 km. Et il termine sa course par un immense delta avant de se fondre dans l'océan Indien. Il a pour nom le fleuve Irrawaddy. Nous sommes à Bogale, au cœur du delta, à 3 heures de route de Rangoon, la capitale historique de l'ancien royaume de Birmanie. Pas moins de 58 pagodes, quelques églises chrétiennes et même des mosquées. Ici, on vit essentiellement de la culture du riz et de la pêche, sur de petites exploitations, une agriculture familiale et traditionnelle. Depuis 2008, une ONG française de développement durable, le GRET, apporte son expérience aux habitants du Delta. 2 expatriés, des ingénieurs agronomes, Céline et Primila, et plus de 70 personnels birmans. Et un jeune retraité de 68 ans, M. Lamine, ancien collaborateur du GRET et grand connaisseur du Delta. Voici une carte du Myanmar. Ici, c'est la zone côtière. Là, le fleuve principal, l'Irrawaddy. Et tout cela, c'est le delta. Nous appelons cette région le delta. Et nous sommes là, dans la ville de Bogale. Cette autre carte montre plus précisément la topographie. Ici, c'est la ville de Bogale. Cette région comporte 300 000 acres de rizières, 120 000 hectares. Pour circuler dans le delta, il y a tout un circuit de voies d'eau, des grandes et des petites. On utilise différents moyens de transport. Le plus souvent, on circule en bateau, bateau à moteur ou bateau à rame. Les 2 et 3 mai 2008, le cyclone Nargis, de catégorie 3, frappe durement le delta. Plus de 2,4 millions de personnes sont touchées. 140 000 morts, 800 000 personnes déplacées, rizières inondées en pleine récolte d'été, maisons et bateaux de pêche détruits, l'économie locale est dévastée. Monsieur Lamine a vécu, comme beaucoup d'autres, ces temps difficiles. Beaucoup de choses ont été détruites durant le cyclone, mais la végétation est revenue. Il y a de plus en plus d'arbres comparé à ce que c'était il y a 6 ans. Il y a une vingtaine d'années, il y avait plein de poissons. Mais les réserves de poissons ont beaucoup diminué à cause de l'utilisation excessive de pesticides. Nous essayons de changer ces pratiques. Ça commence à aller mieux. La vie s'améliore ces dernières années. Grâce à l'aide des organisations extérieures, il y a eu des changements sociaux. La vision des choses évolue. L'économie se développe. Par rapport à il y a 20 à 30 ans, la vie est plus facile. La Birmanie était autrefois le grenier à blé de l'Empire britannique. Mais le pays n'a pas connu ensuite l'essor économique de la Thaïlande ou du Vietnam. Le GRET a mis en place tout un système de microfinance pour relancer l'économie locale. On fait 2 récoltes de riz par an. Maintenant, on va planter le riz de mousson, c'est la saison des pluies. Vous voyez, là, ce sont les restes de la récolte précédente, le riz d'été. C'est un riz de qualité renommée dans tout le pays. C'est le meilleur choix pour la plupart des gens. Actuellement, ils ont un problème à cause du manque de pluie.
D'habitude, en cette période, il y a des pluies très abondantes. Mais vous voyez, en ce moment, il n'y a pas assez d'eau. La mousson est en retard. Chaque matin, les équipes du GRET se rendent sur le terrain. Nous suivons Prémila, l'une des 2 agronomes françaises de l'ONG. Le GRET intervient dans 88 villages du Delta. Certains sont à plusieurs heures de navigation. Il faut s'armer de patience. Certaines voies d'eau sont étroites et peu profondes, surtout à marée basse. Il est parfois nécessaire d'attendre 20-30 minutes pour que les eaux remontent. L'un des programmes mis en place par le GRET est d'aider les communautés rurales à développer des activités complémentaires à la culture du riz et à la pêche. Grâce au microcrédit, cette femme de pêcheur s'est lancée dans la production de fleurs. Alors on est dans le village de Changmaji et on est venu voir Kin Mo Te. C'est une landless, c'est-à-dire qu'elle vit principalement de travail salarié chez les riziculteurs et de pêche. Et du coup, elle est membre du Small Credit Producer Service. C'est un nouveau service financier qu'on a mis en place en début d'année. Et elle a bénéficié il y a un mois d'un crédit d'environ 100 € pour lancer une production de Zooflower. Ce sont des feuillages en fait que les Birmans utilisent pour mettre sur les autels dans les maisons, sur les autels pour le Bouddha. Ces fleurs sont des plantes vivaces, elles poussent facilement. Les plantes tiennent 1 an, 2 ans. On n'a pas besoin de les renouveler chaque année. C'est un complément de revenus, mais sans le microcrédit du GRET, je n'aurais pas pu monter cette petite affaire. Les petits producteurs comme elle n'ont pas accès au crédit du gouvernement qui sont seulement pour les riziculteurs et ont beaucoup de mal à négocier avec les usuriers, donc généralement ils ne prennent pas de crédit. Et en fait la création d'une structure de microcrédit par le GRET permet à tous ces petits producteurs d'accéder à un petit financement pour démarrer des activités génératrices de revenus. Le taux c'est 2% par mois et c'est des prêts qui vont de 3 à 6 mois. Un usurier prendrait combien? Ça dépend des personnes, mais ça peut aller entre 15 et 30%. Les autorités birmanes privilégiant l'agriculture agro-industrielle, les communautés rurales du Delta ne peuvent compter que sur elles-mêmes. D'où l'importance de ces activités annexes. Quelques maisons plus loin, nous retrouvons Kaeso. C'est un pêcheur qui s'est lancé, avec l'appui du GRET, dans l'élevage des anguilles. Alors ça c'est un bassin pour l'engraissement d'anguilles. En fait ici les anguilles birmanes sont réputées parce qu'elles sont, ce sont des anguilles sauvages et non d'élevage. Et il y a un gros marché asiatique, en particulier en Chine. Mais la grosse demande est surtout entre décembre et janvier parce qu'il y a le Nouvel An chinois et de nombreux festivals. Et du coup l'idée de l'engraissement c'est de permettre aux agriculteurs de pouvoir garder les anguilles, de les vendre à un prix élevé quand la demande est forte. Mais de choix en Asie, la tonne d'anguilles se vend ici plus de 6 000 €. Moi, je suis pêcheur, mais cela devient de plus en plus difficile. La quantité de poissons a baissé, et c'est surtout la réglementation qui rend la pêche de plus en plus dure et coûteuse. Il faut payer une licence, respecter les nombreuses réglementations, c'est vraiment dur. Élever des anguilles, je ne savais pas faire, mais j'ai reçu une formation du GRET pour pouvoir réaliser ce projet. Je vends toute ma production à un grossiste qui achemine les anguilles en Chine. C'est plus rentable que n'importe quel autre élevage animal. En pleine discussion avec l'éleveur, une puissante sono se fait entendre. Qu'est-ce qu'on entend là en ce moment? Ça c'est les chants des monastères dans les villages. En fait. Ouais. En pleine journée comme ça dans un village? Tout le temps en fait. Ça peut être en pleine journée, en pleine nuit, c'est toujours... Ils font celui qui fera le plus fort, le haut-parleur le plus fort et le plus puissant, le plus longtemps aussi. Sur le chemin du retour, nous partons à la recherche de la tonitruante sono qui perturbe tant la quiétude du petit village. Ces jeunes apprentis moines nous conduisent jusqu'à la pagode. Dans les familles bouddhistes, il est bien vu d'envoyer les jeunes garçons passer quelques mois dans un monastère. Dans le delta, ils sont légion. Même dans des lieux improbables,
La vie quotidienne des villageois est rythmée par les litanies sonores et les prières. Nous utilisons la sono et les micros parce que tous les gens ne peuvent pas venir ici, ils sont occupés par leurs activités. Comme cela, ils peuvent suivre les prières et écouter les lectures. Est-ce que la vie est plus facile, plus libre aujourd'hui pour les bouddhistes qu'il y a 20 ou 30 ans? Aujourd'hui, la vie est peut-être meilleure sur le plan économique, mais sur le plan spirituel, c'était mieux il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a plus de prospérité économique, mais moins de spiritualité. La religion était plus forte avant. Pour ce qui est de la situation politique, il y a 20 ans, il n'y avait pas de liberté de parole, on ne pouvait pas parler politique. Mais maintenant, les choses ont changé. C'est beaucoup mieux aujourd'hui. Autre jour, autre village. Aider les communautés du Delta à s'organiser passe aussi par la création de ces magasins de fournitures, diverses et variées. Cela peut paraître anodin, mais quand il faut faire plusieurs heures de bateau pour se rendre à la ville, c'est un gain de temps et d'argent. Nous sommes avec Céline, la deuxième agronome française du GRET. Voilà. Là, c'est les semences qui vont être vendues par le magasin agricole. L'objectif, là, c'est vraiment de pouvoir améliorer l'accès des paysans à des semences de qualité. Donc, à la fois, on va former des producteurs de semences à produire des semences de meilleure qualité, et en même temps, on va les appuyer à pouvoir les vendre à un meilleur prix via les magasins agricoles. On a formé les comités pour qu'ils puissent mieux gérer les stocks, qu'ils sachent aussi faire un peu de compta, parce que c'est un peu indispensable pour gérer les magasins correctement. Et on leur a aussi donné un capital initial donc pour pouvoir acheter un minimum de matériel de départ, pour lancer la coopérative. Pour le président du comité villageois, l'initiative a fait ses preuves. Ce magasin regroupe 5 villages, y compris le nôtre. Au total, nous avons plus de 400 clients. Nous quittons le delta et ses eaux pour gagner les montagnes du Chine, au centre-ouest du pays, à la frontière avec l'Inde. Avion jusqu'à Mandalay, la deuxième ville du pays, puis 14 heures de voiture. Le Myanmar compte 7 minorités ethniques qui ont chacune leur État autonome. Le Chine est l'un d'eux, sa capitale est Hakka. Dans le Chine, étonnamment, tout le monde est chrétien. La petite histoire raconte qu'à l'arrivée des premiers missionnaires, à la fin du 19e siècle, le roi de Birmanie les a prestement envoyés aux confins du royaume, vers les minorités ethniques. Alors, nous sommes dans le département de Hakka, dans le Chin State, l'État du Chin. Et nous allons maintenant dans le village de Chunchung, où le GRET travaille depuis les années 2004 sur le volet agricole et en microfinance également depuis les années 2000. Muriel vit dans le Chine depuis presque 20 ans. Agronome de formation, elle coordonne ici les activités du GRET. Ce sont les villageois de Chunchung, c'est le groupe de producteurs qui veut nous montrer un de ses projets, qui est le projet d'élevage collectif de vaches. Partout dans le monde où le GRET intervient, l'ONG de développement durable s'attache à développer des projets, mais en même temps à constituer et former des équipes locales. Des équipes susceptibles de prendre un jour le relais, comme ici le CORAD, une organisation birmane de développement agricole et rural, Titu en est le responsable local. Au début, grâce à nous, ils ont pu acheter 11 vaches. Depuis, le troupeau a grandi. Ils ont maintenant 14 bêtes en plus. Les troupeaux de vaches dans les villages chines sont considérés un peu comme de l'épargne sur pied. C'est un peu
une possibilité pour eux d'avoir une trésorerie au moment où ils ont des investissements importants à faire ou des dépenses qu'ils n'avaient pas prévues, comme un mariage ou des problèmes de santé. L'élevage de vaches, c'est aussi une forme de prestige, c'est-à-dire que plus on a de vaches, plus on est reconnu socialement dans le village. Et effectivement, les vaches sont aussi utilisées pour la culture attelée. Dans le Chine, les cultures et notamment le riz se font en terrasse. Une famille de 5 personnes consomme en moyenne 70 kg de riz par mois. Le problème ici tient au manque de place et au coût du travail. Les parcelles ici sont pas suffisantes pour une année de consommation. Alors, il y a des gens qui ont peut-être 2 acres. Donc la moyenne est d'1 acre par famille. 2,5 acres, ça fait 1 hectare. Donc 1 acre, ça fait 0,4 hectares. La difficulté pour les familles, quand ils veulent étendre les terrasses, c'est le coût de la main-d'œuvre pour faire la terrasse, pour la construire. Et le coût de la main-d'œuvre est à peu près de $500 par acre. Et pour les familles vulnérables, ce qu'on appelle les familles vulnérables, cela demande un investissement trop important et les gens préfèrent faire un bout de terrasse une année, puis ils le cultivent et ils font un autre bout de terrasse l'autre année. Donc des fois ça prend 5-6 ans pour avoir 1 acre de terrasse rizicole. Autre problème récurrent ici comme un peu partout où l'on cuisine encore au feu de bois, la déforestation. Mais dans le Chine comme dans l'ensemble du Myanmar, les autorités peinent à prendre la mesure du problème. Le déboisement est une problématique importante qui est liée à la culture traditionnelle de maïs sur les zones de défriche brûlée, mais qui est aussi liée aux feux de forêt qui arrivent quand ils veulent que la couverture herbeuse soit renouvelée. Il y a aussi le problème de la collecte de bois de feu. Il n'y a pas de plan ou de stratégie définie qui permettrait sur 10 ans, 20 ans de reboiser petit à petit les zones déboisées du Chine. L'autre grand secteur d'activité que le GRET a développé depuis 1995 dans l'État du Chine est la microfinance. William est l'un des superviseurs de MFI, l'institution locale qui a pris le relais de l'ONG française. Ils sont plusieurs comme lui à parcourir les 5 communes et les 142 villages dans lesquels le système de microfinance a été mis en place et qui représente aujourd'hui un volume financier de plus d'1 million d'euros. Ici, nous avons 40 bénéficiaires et l'activité tourne essentiellement autour du tissage. Un comité de gestion a été mis en place dans chaque village, avec une procédure très stricte que William vient régulièrement contrôler. Ce monsieur a emprunté 140 000 chiat, un peu plus de 100 €, sur une durée de 12 mois. Il a acheté 2 buffles pour la culture. Et maintenant, il a déjà payé 2 mois d'intérêt. 100 €, c'est le prêt maximum accordé, sur 12 mois. L'emprunteur rembourse d'abord chaque mois les intérêts, puis le 12e mois, l'intégralité du capital. J'ai emprunté 140 000 chiat. Cela fait longtemps que j'ai remboursé mon crédit pour ce métier à tisser. Maintenant, j'utilise encore le crédit, mais pour d'autres choses. Grâce au microcrédit, chaque famille a pu acheter un métier à tisser. Le village de Namual s'est spécialisé dans le tissage des habits traditionnels Chine. Les commandes affluent, notamment de la diaspora installée à l'étranger. Ce système de microcrédit est très bien. Les banques nous font peur. Si on était passé par une banque, on aurait payé beaucoup plus d'intérêts. Et il faut avoir des garanties. Et avec ce système, on est entre nous. Il arrive que des gens ne parviennent pas à rembourser? Oui, il arrive que des gens aient des difficultés et paient en retard. Mais on finit toujours par trouver une solution. La microfinance, l'aide à l'agriculture conjuguée à l'ouverture du pays, ont permis à l'État du Chine de connaître ces dernières années une sensible amélioration des conditions de vie. Et ici, comme dans l'ensemble du Myanmar, on attend désormais beaucoup du tourisme. Nous avons rendez-vous avec le groupe folklorique du village de Chungkung.
Les femmes portent le costume traditionnel, tissé sur place. Avec Mia, notre hôtesse, nous parlons de vie quotidienne. Elle a 3 enfants et le grand problème pour elle et sa famille, c'est le coût de l'école et de la santé. L'école coûte cher ici. Il faut envoyer les enfants à Akka, dans des internats privés. Moi, j'ai 3 enfants. Les 3 allaient à l'école. Mais aujourd'hui, un seul continue à y aller. Les 2 autres cherchent à gagner de l'argent. Ils ne sont pas au village. Pour celui qui est encore à l'école, je dois payer 900 000 chiates pour l'année, nourriture comprise. Plus de 600 €. J'ai déjà fait un premier versement de 250 000 et en plus, il faut aussi payer les frais d'inscription publique. Et ici au village, vous avez une clinique, un centre de soins? Non, pas de clinique, ni de médecin. Seulement une sage-femme. Lorsque nous sommes malades, nous devons aller à la ville, à Akka. L'année dernière, j'ai dû être opérée à l'hôpital d'Akka et j'ai dû payer 450 000 chiates, plus de 300 €. Dans un pays où le revenu moyen est d'à peine 50 € par mois, difficile d'assumer de telles dépenses. Dans les villages du Chine, les hommes, et particulièrement les jeunes, partent souvent travailler quelques mois en Inde voisine, sans contrat, sans garantie, et pour des salaires journaliers dérisoires. Aujourd'hui, c'est fête à Chungkung. Le groupe folklorique du village a composé un chant de bienvenue à notre attention. Le maire du village est le premier à se battre pour préserver les traditions chines que les missionnaires chrétiens se sont employés à faire disparaître. Le christianisme a beaucoup influencé nos traditions. Il nous a obligés à abandonner nos coutumes, nos danses. L'enseignement de la Bible a bouleversé nos traditions. Je pense que cela n'était pas nécessaire, car il n'y a pas de contradiction. Tout ça était excessif. Notre espoir, notre rêve aujourd'hui, est d'accueillir de plus en plus de touristes, des gens venus de l'extérieur pour le développement du Chine, de nos villages, pour qu'il y ait plus d'égalité. Parce qu'actuellement, avec ce que fait le gouvernement, ce n'est pas le cas. Même si la junte militaire est toujours au pouvoir, l'ancienne Birmanie s'ouvre au temps moderne. Et tous veulent croire que ce changement va continuer.